Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour la deuxième de À vos pronos, avec aujourd'hui une émission riche en événements. Alors aujourd'hui on va exactement parler de football, de rugby, de cyclisme et de Formule 1. Alors tout de suite je vais vous présenter mon équipe, ça a un peu évolué par rapport à la semaine dernière. Alors déjà je vais dire bienvenue à Anthony de Tipster Prono, notre Oui. spécialiste football. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va essayer de vous donner donc les meilleurs conseils possibles pour ce week-end riche en sport. Et voilà, à toi Xavier. Bonsoir à celui à qui j'ai démarré ici, qui m'a ouvert la porte, à mon ami Stan, spécialiste football aussi. Ouais, on essaye, hein, même si des fois on se plante beaucoup. Bonsoir à tous et à tous et je suis ravi de faire cette deuxième avec toi. Merci. Bonsoir à notre expert aussi, Mathieu, des sports automobiles. Bonsoir. Sport mécanique. Voilà, sport mécanique, c'est plus large. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Très heureux effectivement de vous retrouver aussi pour la deuxième de cette merveilleuse émission qui grandit. Hein, rien qu'à voir le plateau ce soir. Et je suis content de retrouver Stan également. Gentil. Et bien sûr, je vais présenter aussi un petit nouveau. Ça va être notre expert cyclisme. C'est Antoine. Bienvenue Antoine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci Xavier. Donc moi je vais vous présenter les derniers résultats du cyclisme et les pronostics du Giro 2012. Exactement. Et pour cette émission, pour la partie football, parce qu'on le libérera après le football, nous allons accueillir un joueur de football qui est né le 9 mai 1983. Donc c'était son anniversaire il y a 2 jours. Donc joyeux anniversaire avec un peu de retard. Merci. Il est passé en junior au Paris Saint-Germain de 1993 à 2000 et en pro de 2000 à 2006. Puis après à Sedan et maintenant il est au Paris FC depuis 2011. À noter qu'il a été international espoir et a participé notamment à l'Euro 2006. Il est déjà venu dans Quand on aime le foot, on parle foot. Je remercie Jean-Michel Badian d'être parmi nous. Merci à vous, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous recevoir et merci vraiment d'être venu. Et je remercie Thomas et toute l'équipe de Quand on aime le foot, on parle foot, grâce à qui j'ai pu vous lancer une invitation. Le plaisir est partagé. Donc on va démarrer par le football. Donc on va commencer avec la Ligue 1. On va jouer la 37e journée, donc l'avant-dernière journée. C'est ce dimanche 13 mai à 21h. Tous les matchs ont lieu en même temps. Et donc déjà, il y a un gros match qui est attendu. C'est le leader avec 76 points, Montpellier, qui va accueillir le 3e Lille avec 71 points. Au niveau des cotes, Montpellier est favori avec 2,30. Le nul à 3,20 et la victoire de Lille à 2,85. Moi, pour ma part, je propose de pronostiquer le match nul parce que je pense que ça va être un match très serré. Je vais donner déjà la parole à Jean-Michel. Oui, on peut le voir comme ça. Maintenant, moi, je pense qu'il y aura un vainqueur parce que le match étant placé en fin de saison avec l'obligation pour les Lillois de s'imposer pour éventuellement s'octroyer un dernier match, une dernière journée excitante. Et puis de l'autre côté, Montpellier aussi qui doit s'imposer parce que en cas de victoire du Paris Saint-Germain face à Rennes, il reviendra à hauteur, voire devant au goal à virage. Donc je pense qu'il y aura un vainqueur. Moi. Et donc vous voyez qui plutôt ? Ça par contre c'est difficile à dire. Je vais dire Lille parce que ça rajoutera un petit peu de piment à cette fin de saison, mais c'est difficile à dire. C'est surtout, on doit penser pareil, c'est qu'une victoire de Lille et une victoire du PSG, ça ouvrirait un peu les portes au Paris Saint-Germain pour le titre, même si le dernier match à Lorient ne sera pas évident et que Lille, ils ont un dernier match un peu plus accessible. Donc vous dites Lille. Je vais demander à notre spécialiste football, Anthony. Écoute, déjà, ce qu'il faut préciser, qu'on aura affaire à la meilleure équipe à domicile avec Montpellier, qui est donc l'équipe la meilleure à domicile dans cette Ligue 1, contre la meilleure équipe à l'extérieur. À savoir qu'à l'aller, Montpellier était quand même allé s'imposer à Lille. Donc c'est sûr qu'en sachant que derrière, Lille reçoit Nancy, comme tu disais, qui était un match plutôt abordable. Moi, personnellement, je vois un match nul parce que un match nul, comme je vous ai dit, donc avec ces statistiques qui le prouvent, la meilleure équipe à domicile contre la meilleure équipe à l'extérieur. Je vois un match nul pour une cote de 3,20. C'est une très belle cote pour deux équipes qui finissent ce championnat, on va dire en boulet de canon. D'accord. On va demander quand même, avant de demander l'avis à un autre expert football, on va demander à Mathieu.
Je Eh dis pas ben, que tu connais rien en football, Ah non, attention. je connais tous les sports, mais alors c'est vrai que j'ai le classement sous les yeux, c'est incroyable. Le destin est génial quand même. On a 2 matchs décisifs dans cette 37e journée pour le titre, et un nul suffirait à Montpellier pour être sacré. Moi je pense que Montpellier va jouer le nul, hein, va défendre à fond pour s'assurer du titre. Et c'est vrai que Lille a des cartouches offensives impressionnantes, des mélos notamment. Mais je vois bien Montpellier tenir le match nul et s'adjuger de son titre de champion de France. Oui, mais attention, ils seront pas champions avec un match nul dimanche, hein. Il ferait un grand pas quand même, Presque, un ouais. match Ouais, nul, hein. ils seraient pas sacrés. Bah, mon petit nouveau, mon petit Antoine, toi, alors, qu'est-ce que tu penses, Montpellier ou Lille? Ouais, bon, c'est difficile à dire parce qu'on a quand même deux grosses équipes. Après, je vois bien Montpellier finir en beauté cette saison. On verra, on verra. Donc toi, tu vois Montpellier, toi. Je vois Montpellier, ouais. D'accord. Et bah sinon, bah Stan. Le cœur est obligé de parler sur ce match, hein, même si je me dois d'être impartial. Pour moi, une victoire lilloise serait parfaite. Ça relancerait tout. Une victoire 2-0, ce serait bien. Donc, moi, voilà, je vais jouer le tout pour le tout. Lille, c'est l'équipe qui a l'habitude aussi, ces dernières saisons, de bien finir les championnats, même en trombe. Ils sont tellement sur une bonne lancée que je les vois pas, sachant qu'il n'y a plus Belanda en plus. Bon, même si il n'était pas à Rennes, mais bon, Rennes, c'est une équipe un peu bizarre, donc on peut pas donner d'avis sur Rennes. Donc pour moi, ce serait vraiment une victoire de Lille à Montpellier, histoire de pimenter cette dernière journée. Et à noter que notre ami Thomas en off m'a mis, moi j'attends surtout le duel René Girard contre Rudy Garcia, qui sera l'entraîneur. Quel est l'entraîneur qui fera le plus chier l'arbitre? Ça, c'est pas très classe, ça, hein. C'est pas faux, mais bon, René Girard, je pense qu'il est un peu plus il est affûté. pire. Ah ouais. Tu disais quoi, Stan? Ouais, j'ai dit René Girard, il est un petit peu plus affûté à ce jeu-là pour mettre la pression sur les arbitres. Donc je pense que c'est déjà un petit avantage à lui sur ce terrain-là. C'est clair. On va passer au deuxième match avec Paris Saint-Germain-Rennes. Paris qui est deuxième avec 73 points et Rennes cinquième avec 57 points. Et le PSG est à 1,53, le nul à 3,75 et Rennes à 5,50. Moi, je pense que ça va être un match très difficile. Mais j'aurais bien dit un nul, mais je vais dire Paris parce que bon, il faut bien qu'ils remportent le match, sinon c'est fini. Mais à mon avis, ça va être un match pas facile du tout à gagner pour les Parisiens. Et donc, je vais donner au meilleur ami des Parisiens, mon ami Anthony, déjà. Bah écoute, moi je vois une victoire parisienne, comme Montpellier et Lille, ils finissent ce championnat en boulet de canon. On a vu ce que Rennes, j'en parlais la semaine dernière, je ne pense ils veulent pas de l'Europa League. On a vu ce qu'ils en faisaient cette saison. Donc Paris, ils enchaînent les buts et les victoires, il reste quand même 11 buts sur les 4 derniers matchs. Même si, attention, si on regarde bien les statistiques, Rennes n'a plus perdu au Parc depuis la saison 2006. Bon, maintenant, Paris, c'est plus la même équipe que ces dernières saisons. Et je vois, moi, une victoire assez nette et sans bavure du Paris Saint-Germain avec une cote de 1,53. Voyons, t'es ambitieux pour les Parisiens. Moi, je pense que ça va être plus difficile. Il faut être réaliste, hein, je veux dire, ils ont fait voir ces dernières semaines qu'ils avaient le potentiel pour aller chercher ce titre, même si Montpellier et Lille leur tient la dragée haute. Je pense que Paris fera le boulot contre Rennes, qui pour moi ne joue plus rien en cette fin de saison, que l'Europa League, ils s'en foutent un peu, on va dire. Et toi, Mathieu, t'en penses quoi, toi? Je me rattrapais de tout à l'heure, je veux dire match nul entre Paris et Rennes, et comme ça, Montpellier sera encore plus proche du titre qui leur tend les bras, parce que, bon, en tout cas, entre Montpellier et Paris, Montpellier, je pense, déjà mériterait plus le titre pour moi que le PSG. Donc c'est pour ça, j'espère que Rennes va quand même jouer le jeu à fond, et ne pas se relâcher. Ça, c'est un autre débat, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Comme j'en ai parlé cette semaine à mon travail, j'ai dit de toute façon des 3 équipes, celle qui sera, je veux pas t'attaquer, hein. C'est juste de mon point de vue, c'est des 3 équipes qui sont présentes. Je pense que les 3 mériteront le titre parce qu'elles auront vraiment fait un beau championnat. C'est vrai que Montpellier peut-être, même si un peu moins ces derniers temps, a peut-être eu un meilleur jeu. Mais je pense que c'est surtout Paris qui a quand même perdu beaucoup de points en route. Et s'ils avaient joué plus souvent comme ils jouent en ce moment en équipe, ils ont perdu quand même énormément de points. À la trêve, ils avaient 5 points d'avance sur Montpellier.
Mais bon, si Montpellier est champion, ça fera un beau champion, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un peu Paris aussi qui a perdu des points en route, hein. Oui, c'est vrai, mais j'aime pas la philosophie de Paris, du PSG de cette année et des années à venir, hein, ça me plaît pas. Donc forcément, Montpellier, c'est vraiment un club plus sympa, tout simplement, hein, plus aimé, je pense. Enfin, je veux dire, plus apte à rendre heureux ses Moi, supporters. j'ai Parce juste que un problème un peu avec René Girard et Louis Nicolin, quoi. c'est vrai, bon, Sur les... il a Voilà. paru un peu trop agressif, le club, par moment. Mais vraiment, on a eu des trouvailles cette année et le club, Ouais, c'est une belle équipe, ouais. c'est vraiment une très belle équipe et j'espère pour elle qu'elle sera titrée. Donc, je reviens au match de PSG Rennes, je dirais match nul. Et en même temps, Rennes a encore une petite chance, hein, de se battre, de maintenir sa 5e place. Ménez Justement, sera suspendu, non? Ménez? il me Non? semble pas, non? Suspendu Non? à Lorient la dernière À journée. Lorient, au dernier match, ouais. Ah, ça sera la dernière journée, d'accord. Merci Jean-Michel. Et justement, Jean-Michel, comme Mathieu en parlait, la tournure avant que vous nous donniez votre pronostic, la tournure du PSG, les Qataris, est-ce que vous avez l'impression, vous, que le PSG rentre dans une autre dimension et ça vous plaît, ou vous avez l'impression que le club perd un peu de son histoire, ou vous trouvez ça bien, enfin, vous êtes pour ce qui se passe, ou ça vous fait un peu peur, vous? Bah, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce qu'il rentre peut-être dans une autre dimension à l'échelle française parce qu'on n'est pas habitué à avoir des mécènes qui viennent de l'extérieur et qui viennent avec beaucoup d'argent. Mais c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de grands clubs en Europe. Et même si je suis bien placé pour le savoir, on aurait toujours envie de voir beaucoup de joueurs du centre de formation. On sait que dans les grands clubs, on ne peut pas faire un effectif qu'avec des joueurs du centre de formation. Il faut des grands joueurs et les grands joueurs, ça coûte cher. Donc, l'évolution que prend le Paris Saint-Germain, c'est juste une évolution normale par rapport au fait que c'est le club de la capitale et il se doit d'être un club qui joue chaque année la Champions League et qui a des résultats en Champions League. Et c'est plutôt l'évolution qu'il y avait ces dernières saisons sans Champions League qui n'était pas bonne pour moi, quoi. Et justement, vous étiez, vous, le match à Valenciennes où Paul Le Guen avait mis tous les jeunes pour Non, un match de championnat? je venais de partir. Ah, vous venez de partir, d'accord. Ok, d'accord. Maintenant, je vais passer la parole à mon ami Stan. Une victoire du Paris Saint-Germain, en plus c'est une cote 1,53, mine de rien, c'est une bonne cote, hein. T'en mises 10, t'en prends 15, on va dire correct. Donc une victoire du Paris Saint-Germain, histoire de faire le plein, sachant que pour le dernier match, on n'aura pas Menez, il sera suspendu. Je pense que le coup à faire, ce serait de cartonner Rennes 3 ou 4-0, histoire un petit peu de mettre la pression sur les Montpelliérains. Mais tu sais bien qu'ils se sont économisés face à Montpellier et qu'ils vont être en forme ce dimanche. J'espère que tu t'y attends. Oui, bien sûr, mais bon, sur un malentendu, on peut ouvrir le score rapidement et puis ça s'enchaîne. Et puis après, il faut savoir ce qu'on veut aussi, hein. Ils ont mis Ancelotti, qui est soi-disant un expert dans tout ce qui est course à l'Europe et course au titre. Donc je pense qu'il va faire en sorte que cette équipe s'impose pour la dernière de la saison au Parc des Princes brillamment quand même. Je pense pas qu'il va faire le catenaccio sur ce match, quoi. Non, mais c'est clair, hein. Là, c'est obligation de gagner pour espérer encore pouvoir être champion, en espérant que Lille accroche Montpellier. C'est vraiment ça l'objectif, à mon avis. À toi, Antoine, maintenant. Attends, Jean-Michel voulait rajouter quelque chose, je crois. Jean-Michel, pardon. Ouais, vas-y, moi, Jean-Michel, vas-y. C'était juste pour dire que de toute façon, pour le Paris Saint-Germain, à la limite, ils ont pas une situation simple, mais pas loin, parce qu'il n'y a qu'une seule alternative, c'est gagner. Parce qu'en cas de défaite face à Rennes, un nul serait suffisant de l'autre côté pour Montpellier, pour être champion dès dimanche. Donc, il n'y a vraiment pas de choix, quoi. C'est gagner ou à l'année prochaine, hein. Exactement. Exactement. À toi, Antoine. Ouais, donc comme disait Stan, on a une équipe rennaise qui est assez bizarre, qui peut sortir Ah oui, en des plus, gros toi, matchs. t'es supporter rennais, toi, au fait. Oui, tu me l'avais Ouais, dit, je suis ça. rennais, Ouais. Ouais. Donc voilà, on a une équipe qui peut sortir des gros matchs et après perdre contre des petites écuries. Mais bon, je pense que Paris va gagner 2-1. Ils sont dans l'obligation de gagner et je les vois bien gagner chez eux.
D'accord. En tout cas, si je peux juste rajouter, ce qui est sympa, c'est qu'on aura donc forcément le multiplex à 21h, tous les matchs seront en même temps. Et donc ça, un peu, ça va être vraiment sympa, ça va apporter même du spectacle à la soirée spéciale. Et au moins, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Et puis en plus, c'est dans ces dernières années, on a souvent eu plus énormément de buts dans les dernières journées. Et je pense qu'on va avoir une fin de championnat très excitante. Ouais. Et justement, en parlant de fin de championnat très excitante, là on a parlé du haut et il y a le bas. Et en bas, ça va être très excitant aussi. Sans jeu de mots, bien sûr. Je te vois venir, Stan. Il y a, il y a Caen-Sochaux avec Caen qui est 15e avec 38 points et Sochaux qui est 17e avec 36 points. Et donc la victoire de Caen est à 2-10, 3-10 le nul et 3-30 la victoire de Sochaux. En sachant que Sochaux 17e n'est pas bien parce que s'ils se font accrocher voire perdre à Caen, eh ben ils pourraient vite se retrouver dans la zone rouge parce qu'avec ce championnat on va vite en haut on est relégable comme on ne l'est plus assez rapidement. On a vu Auxerre qui était 17e, une défaite qui se retrouve 20e ce week-end là. Donc et Caen qui peut se sauver définitivement à domicile. Donc moi je vais demander déjà à Jean-Michel, vous voyez-vous descendre Caen ou Sochaux? Sur ce match-là, vous voyez qui l'emporter par exemple? Bah là aussi, c'est un match un peu compliqué parce que, comme vous venez de le dire, Caen peut valider son ticket pour la saison prochaine en Ligue 1 en s'imposant à domicile. Et puis surtout, il y a le quid du côté de Sochaux, de l'absence de Maïga. Je ne sais pas s'il sera de retour dimanche parce que je ne sais pas combien de matchs il a pris pour son carton rouge. Et Privat aussi qui était gêné, donc je ne sais pas avec qui ils vont jouer devant. Donc c'est un peu difficile. Mais bon, je vois quand même Caen s'imposer à domicile parce que ils ont une balle de match, donc on n'en a pas beaucoup dans une saison. Donc je pense que Caen va s'imposer. Ouais. Et justement, vous, pour la descente, vous voyez qui parmi les trois? C'est compliqué. Hein. Honnêtement, Ça va être serré jusqu'au bout. Hein. C'est compliqué parce que on voit par exemple un club comme Dijon où il y a quelques remous au sein du club. Donc après, je ne sais pas comment les joueurs au sein de l'effectif arrivent à gérer toute cette pagaille qui peut éventuellement entourer leur préparation. Donc c'est vraiment compliqué à 2 journées de la fin de savoir qui va descendre. Quoi. Et en haut, vous voyez qui alors dans les 3 premiers? En haut? Ouais, dans l'ordre, parce que les 3 premiers, on les connaît. Et vous voyez qui champion, 2e et 3e? Le cœur voudrait que Paris soit champion. Maintenant, il faut être réaliste. Montpellier ferait un beau champion si dans l'éventualité où ils arriveraient à décrocher le titre. Et puis sur ces dernières semaines, ils ont su provoquer parfois la réussite. Donc c'est des signes qui sont en général annonciateurs d'une belle surprise en fin de saison. Et puis le Lille qui est un peu comme la saison dernière finit fort, sauf que là ils sont dans la position du chasseur. L'année dernière ils étaient chassés, donc c'est un petit peu, ils sont pas maîtres de leur destin même s'ils font une belle saison. Donc je pense qu'ils resteront 3e et Paris malheureusement 2e s'il n'y a pas de petits miracles dimanche soir. Et puis même y avoir, on en a parlé l'autre fois, donc on aime le foot, on parle foot, mais beaucoup n'y croient pas. Mais ça pourrait arriver, le scénario que Montpellier perde là face à Lille et peut même finir le championnat à la 3e place. Ils peuvent finir premier comme 3e, tellement c'est serré. Donc c'est vraiment incroyable qu'il y ait 3 équipes aussi serrées. C'est vraiment une fin de championnat très tendue, en haut comme en bas. Et d'ailleurs, toi, Anthony, tu vois quoi, toi, pour Caen-Sochaux? Écoute, déjà, malheur aux vaincus sur ce match. Sochaux qui gagne la semaine dernière dans les dernières minutes face à Nancy. Caen 19e équipe à domicile avec la pire attaque de Ligue 1. Marvin Martin de retour de suspension. Je vois vraiment Sochaux faire un résultat à Caen. Tu as la réponse à la question de Jean-Michel, si Maïga sera là ou pas? Maïga, il me semble, non, Maïga, il sera sûrement pas titulaire. Au contraire, par contre, de Marvin Martin qui revient de suspension. Moi, je vois Sochaux qui perd pas déjà. Je les vois vraiment pas perdre à Caen. Il y a l'expérience derrière. Ils ont l'habitude, on va dire une année sur 2, de lutter pour le maintien. Quitte à choisir entre le nul ou Sochaux, moi je choisirais la victoire de Sochaux. La victoire Sochaux, de ils ont intérêt d'être meilleurs que quand je les ai vus au Parc des Princes parce que le 6-1, c'était porte ouverte. Hein. Ouais, je sais, mais bon, au Parc des Princes, c'est quand même un contexte qui est assez particulier. La différence de niveau, il n'y a pas photo, quoi. Mais
À choisir, donc je choisirai la victoire de Sochaux, mais je conseille aux auditeurs Sochaux qui ne perd pas avec une belle cote de 1,55. D'accord. Et je vais passer la parole à Stan. D'ailleurs, tu avais une question, Stan. À Jean-Michel, ouais, à poser à Jean-Michel, parce que bon, nous, en tant que Parisiens, peut-être on le ressent un peu plus, ce petit anti-parisianisme qu'il y a, ou cette atmosphère anti-parisianisme où pratiquement tout est fait pour que Montpellier soit champion. Est-ce que Jean-Michel ressent pareil ou pas du tout? Ouais, je sais pas, oui, peut-être un petit peu, mais bon, à la limite, étant arrivé au PSG sur les catégories de jeunes, j'avais plus cette impression-là quand j'étais plus jeune, de me déplacer à chaque fois et de pas forcément être apprécié. Maintenant, bon, je pense que c'est une bonne guerre, hein. On a toujours envie de pouvoir assister à de belles histoires, et puis tout le monde pense que parce que le Paris Saint-Germain a aujourd'hui beaucoup d'argent, que ça serait presque normal qu'ils aillent chercher tous les titres, quoi. Et puis vu qu'ils ont été éliminés sur les 3 autres compétitions, bah, il ne reste plus que le championnat de France. Mais bon, après, bon, c'est pas quelque chose qui me choque outre mesure, c'est comme ça. Et d'ailleurs, si le PSG remporte rien cette année, pour vous, c'est un échec ou pas? Pour le joueur que je suis, oui, parce que bah, j'imagine comme tous les joueurs qui composent l'effectif, quand ils sont partis en début de saison, ils avaient l'ambition et ils ont toujours l'ambition au moins d'aller chercher le titre de champion de France. Maintenant, je crois savoir que Leonardo et l'équipe qu'il a avec lui est là pour un projet au moins à moyen terme. Donc, je jugerai pas, j'aurai pas un jugement extrême aussi vite pour le PSG, quoi. J'attendrai au moins la fin de saison prochaine. Oui, l'échec, ça aurait été s'ils n'avaient même pas fini européen, à la limite. Oui. Voilà. Bah, toi, Mathieu, maintenant, pour ton résultat, tu vois quoi, toi, pour Sochaux? C'est très très dur, hein. C'est une colle, c'est vraiment, faut être devin pour trouver ça, mais c'est pareil. Les dernières places c'est incroyable, ils se tiennent en quelques points, ça va bouger. Bon, Auxerre, j'ai peur pour eux. Et Sochaux sont encore à la limite, et Caen, c'est clair qu'ils jouent à domicile là, et c'est un avantage. Donc je vois pourquoi pas Caen gagner, c'est vrai, à domicile, ce sera un avantage indéniable, et ils seraient sauvés. Donc ouais, je les vois bien les Normands s'imposer. Et Sochaux, ben, ça va être compliqué encore, hein, pour la dernière journée. Ah ouais, à mon avis, ça va être tendu jusqu'au bout. Et toi, Antoine, tu vois quoi, Sochaux? Moi, je vois comme Anthony, je vois une victoire de Sochaux avec un 2-1. 2-1. Alors tu dis Ouais, même le score, toi, tu rigoles pas. Ouais, je pense. Bien joué. Au moins, tu as pris un risque. Bah, on va passer à un autre match. Bah, la semaine dernière, on n'a pas parlé de Nice. On me l'a reproché sur la page Facebook, comme on a beaucoup de Niçois qui nous écoutent. Donc, on a pris un match important là. C'est un peu comme le match d'avant. C'est Nice, Évian-Thonon-Gaillard. Sauf que Évian, bon, ils ont plus rien à jouer. Ils sont 9e avec 49 points. Par contre, Nice, ils sont 14e avec 38 points. Donc, une victoire. Et c'est le maintien assuré, il me semble. Et Nice est à 1,91. Le nul à 3,20. Et 3,80 pour la victoire d'Évian. Bah, moi, je pense que pour un match chaud comme ça, d'ailleurs, Anthony, il me semble que tu as un ami qui est des amis niçois. Et lui, un Marseillais avec des amis niçois, tout arrive. J'ai bien des amis marseillais, tu vois. Et ça va être chaud, il paraît, au Stade du Rail. Hein. Et bon, voilà. Moi, je vois Nice l'emporter aussi pour se maintenir. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, je vais donner la parole. Bah non, je vais te donner la parole, Anthony, comme tu as des infos que c'est un peu, c'est un match qui est très attendu, que l'ambiance va être chaude, comme souvent d'ailleurs à Nice. J'en discutais avec un collègue, Stéphane, que je salue au passage, supporter niçois, qui me disait que c'était l'opération grosse ambiance demain, hein, opération maintien au Stade du Ray. Ils ont fait des offres, des prix très abordables pour les gens, avec en plus une réduction importante pour tous s'acheter sur le maillot. Vraiment une grosse mobilisation demain donc, à Nice. On voyait la semaine dernière Nice faire un résultat à Toulouse, donc ils ont ramené un point avant de prendre les 3 points à la maison face à Évian. Évian qui a joué hier soir face à Lyon. Donc honnêtement, Mounier qui est quand même le meilleur buteur du club. C'est vrai que ça va jouer, c'est le match qui a été joué hier. Ouais, ça va y jouer. Et puis Mounier qui est le meilleur buteur du club, qui sera présent. Marsiglia, par contre, risque de laisser sur le banc Moulungi parce qu'il veut des joueurs à 100%.
Correa, qui était la bête noire de Nice, est parti à Evian. Donc, on va dire que c'est aussi un signe qui va pour Nice. Et puis voilà, Nice, troisième meilleure défense à domicile, quand même à préciser. Et qu'en cas de victoire, ils assuraient leur maintien, qu'ils ont couru après toute cette saison. Et ben, ils l'auront demain. Donc, je vois vraiment une victoire de Nice avec une belle cote de 1,91. Qui peut pratiquement vous faire doubler votre mise. Donc victoire de Nice sans contestation pour moi. Et toi Stan, par rapport à nos amis niçois qu'on a souvent dans Liberté pour les auditeurs, t'as intérêt de dire Nice, hein, attention. Oui, même si c'est un match compliqué parce qu'Evian c'est pas une équipe facile à manier. Ils jouent libérés. Ouais, ils jouent libérés, ils ont des petites individualités qui peuvent faire la différence. Des fois, on a l'impression que Nice, c'est fébrile, même si d'arracher un match nul à Toulouse. Bon, pour moi, c'est Toulouse la lose. Mais voilà, Toulouse a été quand même assez costaud, mine de rien. Ils font une bonne saison cette année, quand même, Toulouse. Hein. Voilà, comparé à d'autres saisons, ouais. c'est un peu mieux. Donc, c'est vrai que c'est difficile de sonder ces Niçois, mais bon. Au stade du Ray, tout est possible. Moi, je vois plutôt un match nul. Et toi, Antoine 3,20, une cote de 3,20, je trouve que... 3 ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est une bonne cote, 3,20. Et toi, Antoine, tu vois quoi Moi, je vois Nice, qui sera beaucoup plus motivé qu'Evian, et ouais, je vois Nice gagner. Bah, Mathieu, tu vas dire Evian, toi, bien sûr. Non, mais j'ai envie de souligner la très belle performance d'Evian cette saison. Le meilleur promu, 9e, c'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. Ils ont eu du mal au début, puis vraiment ils ont embrayé la machine et l'équipe savoyarde ne s'est pas arrêtée dans. N'empêche que tout le monde critiquait, il me semble que c'est Correa qui est arrivé à la trêve à la place de Casoni. Ils n'ont pas été si mauvais que ça, ils ont même fait une bonne deuxième partie de saison. C'est vrai qu'il a bien rattrapé, il a bien poursuivi la lancée d'Evian avec Casoni. Et bon, c'est vrai qu'Evian n'a plus rien à jouer, je suis d'accord. Et Nice, c'est vraiment un club qui devrait rester, je pense, en Ligue 1. Parce qu'on n'a déjà pas Monaco, donc Nice, la Côte d'Azur est représentée. Donc voilà, donc Nice, je les vois s'imposer à domicile. Ils en ont les moyens, ils ont une très belle équipe. Je pense que ils vont tenir le coup ce week-end. Et vous, Jean-Michel ? Moi, je vois une victoire de Nice. Je pense qu'ils vont compte tenu de tous les paramètres dont on a parlé, comme l'effervescence qu'il y aura au stade, et puis la possibilité de valider le maintien à domicile, et puis de s'octroyer une dernière journée, pas bonus, mais presque. Je pense qu'ils vont ils vont s'imposer ce week-end et valider le maintien pour la saison prochaine. Et justement, quand vous parlez de la ferveur et que c'était chaud à Nice, vous, en Ligue 1, bon, je pense que je vais connaître la question, mais c'est où le stade où vous avez été le plus impressionné ? Le stade le plus chaud, c'est le Parc. Donc, ouais. Après, il y a de belles ambiances. Mais... en tant qu'adversaire, ouais. Pas en tant qu'adversaire. Non, mais ce que je veux dire, voilà, le Parc des Princes, c'est pas celui-là que j'attendais, mais je voulais dire le stade où vous avez joué à l'extérieur, où vraiment c'était chaud et même des fois presque pas avoir peur, mais que ça impressionne. Il y a quelques stades qui sont pas mal. Il y a le Vélodrome, il y a Geoffroy Guichard. En général, quand on se déplace avec le PSG, c'est toujours fermé ou presque. Donc c'est chaud un peu partout. Quand on va en Corse aussi, il y a une ambiance sympa. Donc oui, il y a vraiment une belle ambiance quand on vient avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Ah, c'est clair que l'année prochaine, aller à Furiani, à mon avis, il va falloir y aller. Bon, sinon, on va passer à... Anthony, il va être content. À Marseille-Auxerre. Alors ça aussi, c'est un match un enjeu important parce que, Marseille, 10e, 45 points, ils sont en claquette et Bermuda quasiment. Hein. Ils ont fini la saison. Et d'ailleurs, avec quand même des titres, malgré que les supporters soient quand même pas heureux. Bon, ça peut se comprendre dans un certain sens aussi, mais peut-être un peu sévère. Et la GIA, qui est 20e avec 34 points, c'est pas difficile. Hein. Si la GIA perd, je pense qu'ils sont condamnés. Hein. C'est quasiment fini. Et donc, l'OM est à 1,83, le nul à 3,20 et 4,10 pour la GIA. Je trouve que la cote du match nul à 3,20 est pas mal. Moi, je miserais pour un petit match nul. Et Jean-Michel, vous voyez quoi, vous ? Moi, je pense aussi que ça va faire nul.
Parce que Auxerre, même si pour Auxerre, l'idéal, ce serait d'aller s'imposer. Mais bon, il ne faut pas oublier que ça reste un match au Vélodrome, même si c'est une équipe de Marseille qui a été poussée sur cette fin de saison et qui n'a plus rien à jouer. Ça reste quand même un match au Vélodrome, donc c'est pas évident. Et puis malheureusement pour les Auxerrois, là ils vont à Marseille et puis sur la dernière journée ils vont recevoir Montpellier. Donc ça leur laisse pas beaucoup d'opportunités. 6 points serait l'idéal pour se sauver. 4 points c'est jouable, mais moins ça sera compliqué. Donc moi je pense nul. Et toi, Anthony? Bah écoute Xavier, comme tu le dis, en Bermuda et en claquette, on va quand même attendre une semaine avant, malgré les températures estivales. Écoute, moi je pars sur une victoire de l'OM. Bon, j'oublie le côté un peu supporter, mais bon, il faut regarder quand même que l'OM reste sur une saison très médiocre et aura à cœur de finir bien devant leur public. Je pense qu'ils peuvent au moins faire ça. Une dernière victoire pour envoyer les gens avec un petit sourire, on va dire. Et puis voilà, Auxerre, c'est la victoire impérative, obligation du résultat, mais c'est quand même l'équipe avec Brest qui a gagné le moins en Ligue 1 cette saison, donc ça va décevoir un des membres de la radio, mais j'ai bien peur que pour Auxerre cette saison, ça soit la relégation. Tu vas avoir des problèmes, toi. Ouais, je vais avoir des problèmes, mais bon, je suis objectif, je regarde les chiffres, je regarde le terrain. Ils ont perdu, on va dire, le match qu'il fallait pas contre Bordeaux avec une entame de match catastrophique. Il y a quand même beaucoup de lacunes dans cette équipe. Je veux dire, donc moi je pars sur la victoire de l'OM qui voudra bien finir devant son public pour une cote quand même qui est belle de 1,83. Et Stan? Stan? Ouais, désolé. Pas grave. Ouais, c'est compliqué. On ne sait pas parce que Auxerre joue sa tête aussi. L'Olympique de Marseille, ça va peut-être un petit peu mieux. Ils sont un peu plus libérés. Je ne sais pas s'ils vont jouer les mains dans les poches donc. Je pense un match nul aussi. Peut-être qu'Auxerre peut arracher ce match nul qui pourrait, sachant qu'ils reçoivent Montpellier dans la dernière journée. Donc autant faire un coup. Je pense que c'est plus facile pour Auxerre d'aller faire un coup à Marseille que de recevoir Montpellier pour la dernière journée. Donc un match nul à 3,20 aussi, c'est une belle cote donc que je vais tenter. D'accord. Et toi, Antoine? Ouais, c'est difficile pour Auxerre au Vélodrome, mais bon, je vois bien arracher un nul, malgré l'OM qui a un niveau au-dessus. Mais je vois un nul. D'accord. Et toi, Mathieu? Victoire d'Auxerre, surprise, l'âme de l'abbé Deschamps va renaître grâce à Giroud et au Vélodrome. Marseille est en difficulté cette saison, ils sont sur une pente descendante, c'est lamentable. Ils ont lâché prise depuis longtemps et Marseille ont gagné la Coupe de la Ligue, donc c'est déjà une bonne chose pour eux. Je pense qu'ils vont lâcher prise, ils sont fatigués, ils en peuvent plus de cette saison éreintante. Et Auxerre, contre toute attente, va créer la sensation au Vélodrome. Je rappelle que ces dernières années, Auxerre était souvent performant au Vélodrome, donc attention, les Auxerrois n'ont pas dit leur dernier mot. D'accord. Maintenant, on va passer pour la Ligue 1. On a terminé. On va passer à l'Angleterre avec la dernière journée de la Première Ligue qui est ce week-end. C'est dimanche à 16h. Et donc, déjà, j'ai sélectionné 2 matchs pour le titre très importants. Donc, Manchester City face à Queen's Park Rangers et Sunderland face à Manchester United. Donc, c'est pas dur. Si Manchester gagne, City, ils sont champions d'Angleterre. Donc c'est facile. Déjà Jean-Michel, vous voyez quoi? Vous voyez et City et Manchester l'emporter et City est champion? Vous voyez une petite surprise, vous? Déjà, ils sont dans les deux matchs ont une configuration différente parce que sur le match de City, ils vont au Queen's Park Rangers. Et là, c'est un match où il y aura forcément un vainqueur parce que les Queen's Park, en s'imposant, se maintiendraient pour la saison prochaine. Et puis City, en s'imposant, serait champion. Et de l'autre côté, Manchester United se déplace à Sunderland. Donc je pense qu'ils vont s'imposer aussi. Maintenant, je pense que ça va être dur pour QPR. Donc, je pense que City va s'imposer, que United va s'imposer aussi. Ouais, le titre s'est sûrement joué à City United. C'était il y a 1 ou 2 semaines, il me semble. C'est là que ça s'est sûrement joué, je pense. Sinon, toi, Anthony, t'en penses quoi, toi?
Bah écoute, City a son avenir entre ses mains, hein, une victoire et c'est le titre tant attendu par tous leurs supporters. Pareil, hein, je regarde le jeu, je regarde les stats, qu'est-ce que je vois? Meilleure attaque pour City, meilleure défense de Première Ligue, QPR, pire équipe de Première Ligue à l'extérieur. Ça m'embête un peu de voir Manchester City remporter ce titre. Moi, je suis un peu contre. Bon, je sais que c'est le temps qui veut ça. Je suis un peu contre le foot business, tous ces milliers d'euros dépensés. Mais bon, je vois victoire de City. Maintenant, la cote est vraiment ridicule. Moi, je propose aux auditeurs, à la limite, Manchester City qui remporte les demi-temps avec une cote de 1,80. Certes, QPR qui joue encore leur avenir en Première Ligue, emmené par un Djibril Cissé qui serait encore une fois l'idole d'un peuple dans un club s'il arriverait à aller gagner à City avec un but. Mais bon, je pense vraiment que ça va être compliqué pour cette équipe de QPR. Et donc, je vois une victoire large de Manchester City et Manchester City qui gagne les demi-temps à 1,80. Et pour le match Sunderland-Manchester United, hein, Ferguson l'a dit, ça serait quand même un cauchemar pour le club de perdre le titre au goal average. Mais bon, Manchester United, meilleure équipe à l'extérieur. Sunderland qui joue plus rien. Mais attention, Sunderland qui a battu quand même Manchester City à domicile. Donc, c'est pas gagné non plus pour les Mancuniens. Mais je vois quand même une victoire de Manchester United. Pareil, la cote est faible. Mais pour moi, ce sera Manchester United et Manchester à la mi-temps qui mène 1,80. D'accord, donc City sera champion quand même. Et toi, Mathieu? Bah, City sera champion aussi, hein, bon, je vous conseille pas de parier sur le match de City Rangers. Je pense City va gagner. Donc, si vous voulez gagner 1 euro, je vois pas trop. Enfin, si on peut toujours gagner 1 euro pour remiser après, mais c'est bon, c'est pas non plus excitant, hein. Et de l'autre côté, bon, moi, je vois United s'imposer aussi à Sunderland. Je les vois s'imposer une 42 pour moi, donc c'est déjà mieux. Donc, on peut peut-être les combiner, ça fait un peu plus. Mais bon, voilà, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. En tout cas, les deux Manchester vont s'imposer. D'accord. Et toi, Antoine? Moi, je vois aussi deux Manchester s'imposer et City champion. C'est quand même une grosse équipe cette année et je les vois gagner. D'accord. Et toi, Stan? Manchester aussi, hein, je les vois pas s'effondrer face aux Queen's Park Rangers, hein, donc non, là-dessus, pas de surprise. Hein. Ok. Bah pour finir, là, on va prendre les trois pour la troisième place. Donc, on va dire un peu en résultat brut, parce qu'après, on va être pris par le temps un petit peu. C'est pas dur. Bah, le troisième, Arsenal, se déplace à West Bromwich. Le quatrième, Tottenham, reçoit Fulham. Et Everton reçoit le cinquième, Newcastle. En sachant que très peu de points séparent ces équipes. Hein. Arsenal qui a 67 points, Tottenham 66 et Newcastle 65. Donc, pour vous, est-ce que vous voyez Arsenal, Newcastle et Tottenham l'emporter et Arsenal donc, qui finira troisième, et c'est très important pour eux, ou vous voyez une petite surprise, Arsenal se faire déloger? Et par qui? Jean-Michel? Non, je pense quand même Arsenal va s'imposer, même s'ils ont eu quelques résultats assez compliqués sur ces dernières semaines. Maintenant, je pense que Tottenham va avoir du mal face à Fulham, même si c'est à domicile. Et puis Moi, surtout, je vois plus Newcastle à Everton, non? oui, ça va être compliqué aussi, mais Newcastle n'a pas le choix, il faut gagner. Et puis, ils ont un buteur qui est en pleine confiance. Donc, je pense que là, c'est une dernière journée, là, il n'y a pas le choix. Hein. Donc, même si ça va être compliqué, je vois Newcastle s'imposer à Goodison Park. D'accord. Et Anthony? Écoute, sur le match de West Bromwich-Arsenal, déjà, certes, Arsenal a besoin de la victoire pour assurer sa troisième place, mais il y a aussi Robin Van Persie qui a dans son viseur le record d'Alan Shearer en Première Ligue. Donc, je vois vraiment une démonstration de main des Gunners avec un grand Van Persie. Donc, une victoire assez logique d'Arsenal. Everton-Newcastle, Everton qui fait une bonne fin de saison. Newcastle qui termine aussi pas mal malgré sa contre-performance contre City le week-end dernier. Je vois un match nul sur ce match. Et pour Tottenham-Fulham, je vois une victoire assez nette de Tottenham à domicile pour leur dernier match devant leur bouillie en public. Donc voilà, Tottenham, match nul d'Everton-Newcastle et la victoire d'Arsenal avec un but de Van Persie pour moi. D'accord. Et Stan? On va dire pareil. Je vais pas être très extraordinaire là-dessus. C'est vrai que mine de rien pour moi, hein, personnellement, ça va être compliqué pour nos amis d'Arsenal. Donc je vois bien un match nul.
West Bromwich, Bien joué. faire un petit West Bromwich. West Bromwich, faire un coup. Everton Newcastle, c'est vrai que Newcastle joue bien, c'est une équipe qui joue bien, donc je verrai aussi un match nul à Everton. Donc, et après, c'était quoi l'autre match? Il y avait Tottenham Fulham. Tottenham Fulham. Ah, Tottenham à domicile, sans problème. D'accord. Et toi, Mathieu? Tottenham joue à domicile, donc je les vois s'imposer. Et donc forcément Arsenal, cette année, franchement, je n'ai pas trouvé Arsenal très régulier hein, par moment. Je les verrais malheureusement faire un match nul, et en plus c'est une cote de 4, donc pourquoi pas. West Bromwich qui est au milieu de tableau, hein, ils ont fait une très belle saison, les promus. Donc logiquement, je vois bien Tottenham donc passer à la 3e place du classement, donc il s'impose. Ça sera un coup dur en tout cas pour Arsenal. En tout cas, ce que je remarque, c'est que l'an dernier on a perdu Liverpool, là on perd Chelsea en plus, un peu le renouveau hein, dans la première ligue. C'est pas faux. Bonne analyse, hein, Mathieu. Excellent, Mathieu. Je suis fier de toi. Je suis là pour ça. Et Antoine, toi, tu vois quoi là? Moi, pour ma part, je vois bien Arsenal gagner, Everton gagner aussi, et Tottenham Fulham. Match nul? Tottenham Fulham. D'accord. Donc après, il reste la Coupe d'Allemagne. Il y a la finale qui joue demain à 20h. Et une grande finale parce que c'est Borussia Dortmund qui a remporté pour la 2e année consécutive le titre de champion d'Allemagne, qui rencontre le Bayern Munich, qui sont dauphins de cette saison. À noter que le Borussia a déjà remporté 2 fois la Coupe d'Allemagne et le Bayern 15 fois. Et en 2008, là, il y avait déjà une finale entre ces deux équipes. Et c'est le Bayern qui s'était imposé 2-1 après prolongation. À savoir que le Borussia est favori avec 2,50. Non, en plus c'est faux. Le Borussia à 2,50, le match nul à 3,20 et le Bayern à 2,30. Moi, je conseille le Borussia Dortmund, un doublé pour cette belle équipe. Je trouve que ça serait bien. Vous en pensez quoi, vous, Jean-Michel? Moi, je vais penser le contraire. Je vais penser une victoire du Bayern. Parce que je pense que déjà d'une, ils auront à cœur de bien préparer la finale de Champions League qui les attend chez eux. Et puis surtout, si je dis pas de bêtises, ils restent sur les 4 dernières confrontations face à Dortmund sur 4 défaites. Donc pour un grand club comme le Bayern, ça fait tâche. Donc je pense qu'avec les joueurs qu'ils ont, et puis surtout sur le dernier match qu'ils avaient eu à jouer contre Dortmund, on peut se souvenir que Robben avait manqué d'efficacité. Je pense que ça n'arrivera pas 2 fois, et moi je pense que le Bayern va s'imposer. D'accord. Et toi, Anthony? Bah écoute, c'est un peu la revanche du championnat. Dortmund qui avait devancé le Bayern de Munich. Moi, je pense le contraire de Jean-Michel. Je pense que Bayern aura justement l'esprit à cette finale et j'ai peur qu'ils se donnent pas à fond demain, malgré que ce soit une finale. J'ai peur que les esprits soient un peu trop tournés vers la Ligue des Champions et j'ai bien peur que Dortmund fasse le doublé cette saison Coupe Championnat. Donc pour moi, ça serait une victoire de Dortmund. D'accord. Et toi, Stan? Ouais, c'est difficile. Hein, on pourrait dire que Dortmund, c'est un grand champion qui peuvent tout rafler. Mais c'est vrai qu'une finale de coupe, hein, que ce soit d'Allemagne, de France ou quoi, c'est très indécis. Je miserais sur un match nul à la fin du temps réglementaire. Et après, tu vois qui? Après, peut-être T'as pas envie de répondre. Un avantage peut-être pour le Bayern qui pourrait créer la surprise, parce que tout le monde attend le Borussia, donc peut-être la surprise du Bayern après prolongation, mais je vois bien un match nul. D'accord. Et toi, Mathieu? Match nul aussi, et je dirais victoire au tir au but du Borussia Dortmund. D'accord. Et toi, Antoine? Moi, je vois comme toi, Xavier, victoire du Borussia Dortmund, une belle équipe et poussée avec ses supporters vraiment magiques. Donc voilà, victoire du Borussia Dortmund. D'accord. Et tu vois comme moi par gentillesse ou par conviction? Conviction, j'aime bien. J'aime bien. Gentillesse. Pourquoi gentillesse? Je sais pas. Peut-être comme il est nouveau, il arrive dans l'émission, il dit bon, je vais dire comme lui, ça fait bien, mais enfin, je suis pas d'accord.
Ouais, j'ai été gentil, j'ai dit gentillesse. Mm. Avant de libérer Jean-Michel, c'est le dernier match de football en Liga, la dernière journée. C'est demain à 20h. Et c'est Villarreal qui est 16e avec 41 points. Et l'Atlético de Madrid qui a remporté l'Europa League ce mercredi, 5e avec 53 points, qui s'affrontent. Et donc Villarreal à 2,25, 3,30 le nul, 2,85 l'Atlético de Madrid. J'aurais tendance à dire Atlético de Madrid, mais ils sortent d'une victoire en Europa League. Et moi, je vois bien Villarreal en plus qui doit gagner pour assurer son maintien parce qu'ils ne sont pas bien classés. Donc je vais dire Villarreal, moi, à 2,25. Et vous, Jean-Michel? Oui, moi aussi, je pense que. Enfin, je vais dire Villarreal, parce que, bon, avec les festivités qui ont dû entourer la victoire en Europa League, je ne sais pas vraiment s'ils auront la tête à aller jouer un match demain en allant chercher la performance. Donc, bon, je vais dire Villarreal, parce que c'est à la limite la seule équipe qui a quelque chose à jouer sur les deux. Ouais, c'est clair. Ouais. Assez d'accord avec vous. Et toi, Anthony? Bah, écoute, c'est aussi un peu un match de la peur, hein, parce que bon, l'Atlético Madrid, ok, ils ont gagné l'Europa League, donc ils ont leur place en Europa League l'année prochaine, mais ils ont quand même une place à aller chercher en Ligue des Champions. En cas de victoire, ils doubleraient Malaga, certes Malaga qui reçoit Riron, qui devrait s'imposer pour accrocher cette 4e place qui est tant attendue par leur investisseur aussi qatari. Donc l'Atlético Madrid sera motivé, mais je pense que dans leur tête, ils vont se dire Malaga fera le boulot à domicile. Il y a quand même aussi la survie d'un club légendaire comme Villarreal en Espagne. Je pense une victoire du sous-marin jaune, comme on les appelle, donc une victoire de Villarreal pour moi. D'accord. Et toi, Stan? Idem. Une victoire de Villarreal. Je pense que l'Atlético a réussi son pari cette saison. Ils seront un peu moins mobilisés, donc je pense que Villarreal a tout à gagner sur ce match, donc ils vont pas s'en priver. En plus, c'est une belle cote de 25, je crois, donc ça vaut le coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, Antoine? Moi, je vois Atlético Madrid. Atlético? Atlético, ouais. Sur la lancée de mercredi, quoi, de la victoire en Europa League. Ouais, voilà, belle équipe. Bon, après, c'est vrai, Michel a raison. Après cette victoire, peut-être ils n'auront pas la tête à. Je vois, mais. Ou la gueule de bois. les bulles de champagne qui remontent. Mathieu, à toi? Villarreal joue le maintien, absolument. Et Madrid peut jouer de la place en tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est très très dur. Donc, comme c'est très très dur, je vais dire match nul. Comme ça, la parité. Et malheur au vaincu, je veux dire en termes de classement général, si Villarreal venait à descendre, ce serait un gros coup dur. Ouais, une équipe qui est une belle équipe de ces 5-10 dernières années, ils ont été bons. Hein. C'est Robert Pires qui était il n'y a pas longtemps. Ça serait drôle de les voir descendre. Hein. C'est une belle équipe quand même. Il y avait Pascal Sigan aussi. Oui, enfin ça, oui. Je l'avais oublié. Je t'avoue, je l'avais oublié. L'ancien Lillois. Bon, maintenant, je vais vous avouer que Jean-Michel, qui est expert en rugby, Formule 1 et cyclisme, aurait bien aimé rester, mais bon, il est pris par le temps, donc il doit s'en aller. Je voudrais tout d'abord, au nom de tout RTS, vous remercier d'être venu pour une deuxième fois. Et moi, ça m'a beaucoup touché, étant supporter parisien depuis plus de 20 ans, de vous accueillir dans l'émission. Et moi, comme je vous ai dit l'autre fois, j'ai toujours en mémoire le but que vous aviez marqué en Coupe de la Ligue, il me semble, face à Valenciennes au Parc des Princes. Et je trouve ça dommage que maintenant vous soyez au Paris FC avec des blessures. J'espère vraiment que vous allez relever la tête et puis que enfin ça va redevenir un peu rose pour vous parce que bon les blessures vous lâchent pas. J'espère que cette blessure va vous lâcher et que vous allez pouvoir avec le Paris FC pourquoi pas monter en deuxième division, voire en première pour un derby au Parc des Princes. Oui, c'est le but à terme, je pense, pour le club. Après, bon, je sais pas, moi j'y suis depuis quelques mois seulement, donc je prends vraiment le train en marche. Maintenant, bon, bien sûr, je souhaite le meilleur au Paris FC. Et puis, en ce qui concerne mes blessures, bon, je pense que c'est le lot de tout sportif d'être confronté à ça. Et puis, bon, ça fait partie du jeu. Et puis, tôt ou tard, je retrouverai les terrains, il n'y a pas de souci. Je l'espère de tout cœur. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. Si quelqu'un
Déjà, vous, Jean-Michel, vous avez un petit mot à passer, un bonjour, un message? Non, ça va. J'ai personne près de moi, donc ça va. Content d'avoir partagé cette heure pour parler football. Et puis bon, bonne continuation à tout le monde. Merci. Stan, Anthony, quelqu'un a un petit message à faire passer ou c'est bon? J'ai Idem, été un idem. bon porte-parole. Non, ça a été un bon porte-parole. Bon, bah, j'en profite parce que je suis supporter parisien aussi. Depuis plus de 20 ans, on va être obligé de dévoiler nos âges, mon ami. Bientôt Euh, 36. Bientôt 37. Bah, ça fait plaisir de parler un petit peu avec Jean-Michel. En plus, dans une émission de Paris Sportif, c'est sympa. Et puis, c'est vrai qu'on lui souhaite, nous, en tant que supporters parisiens, que du bonheur et que de la réussite, hein, que ces blessures soient des mauvais souvenirs. Et puis, et je vous dis à bientôt et merci encore, Jean-Michel. Merci à vous. Et puis tous les supporters ne sont pas, comme on dit, avec la mémoire courte. Nous, on n'a pas oublié. En plus, c'était une petite pousse du club. Vous avez passé presque entre 80, ouais, c'est ça, 93 et 2006 au Paris Saint-Germain. Donc Oui. c'est vraiment, ça représentait un amoureux du club. Et nous, on vous oublie pas. Et puis on dit merci. Puis on espère vraiment que tout va aller pour le mieux par la suite pour vous. Que ça va enfin sourire. Enfin, que ça va ressourire encore. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci vous aussi. Merci. Michel, merci. Bah, je vais passer la parole maintenant à mon ami Anthony, parce qu'il y a Jean de Tipster Prono qui t'a donné ses pronostics et ses bons coups pour la 26e journée de rugby. C'est la dernière journée de poule. Après, on va passer ça va devenir un peu plus passionnant. Voilà, les playoffs, les éliminatoires qui sont quand même un peu plus passionnants. Et donc, qu'est-ce que t'as donné, Jean, comme info, comme cote? Alors Jean fait partager aux auditeurs donc ses pronostics pour ce week-end. Il voit une victoire de Clermont face à Brive qui est déjà relégué. Donc une victoire de Clermont par plus de 20 points demain. Donc un grand spectacle demain à Clermont. Et un combiné qui est intéressant avec une victoire de Toulouse, de Toulon et de Leicester en Angleterre pour une belle cote de ce combiné à 1,88. D'accord. Donc je ne sais pas si vous avez un petit pronostic à donner ou si on laisse les pronos Jean qui a donné des bons coups. Je pense que c'est pas mal ces pronostics. Vous êtes à peu près tous d'accord avec lui, je pense. J'ai juste envie de rajouter, on dit Leicester, ça fait plus joli. Leicester. Leicester. C'est dur l'accent marseillais de le transformer en accent anglais aussi. Oui, c'est vrai, c'est pas pareil. Voilà. D'accord. Bah maintenant, comme Mathieu a fait son petit malin, et puis parce qu'à mon avis, il attend sa partie Formule 1 avec impatience. Déjà que le 25, il sera pas dans l'émission parce que il sera bon. T'es excusé, t'es à un bel endroit, il me semble, non? Je serai je serai à koh. Ils font le tournage de koh. Non, je serai dans un endroit aussi paradisiaque que peut l'être à koh. C'est pas c'est le sable fin, c'est la plage, c'est le soleil, mais je serai dans la ville, dans la principauté de Monaco pour le Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Donc dans la principauté, on va se régaler, il va se passer énormément de choses, l'ambiance est énorme. Mais juste avant, nous avons un Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Je sais que Chris, notre Belge, nous entend, je le salue, hein, qui a fait l'émission Le Motors Show hier avec moi. C'était très bien avec l'invité Nico Müller, pilote de Formule Renault. Ça s'est très bien passé. Je suis là donc pour vous parler du Grand Prix d'Espagne de Barcelone qui a lieu ce week-end sur le circuit de Catalunya. Donc je vais vous donner les cotes forcément de cette manche édition 5e course de la saison. Je vais retrouver les liens, je les ai. Je remarque sur certains sites, on peut même parier sur les essais libres. Ça, c'est incroyable. Bon, je vais vous l'épargner quand même, c'est assez compliqué. On va passer quand même à la course. C'est compliqué, oh là là, voilà. Elle est annulée, je crois. Il y a beaucoup de choix possibles. On va passer à la course. Et forcément, c'est le pilote allemand qui s'est imposé à Bahreïn il y a 3 semaines, qui a repris la tête du championnat du monde. Le double champion du monde en titre, Sébastien Vettel, est redevenu favori après sa victoire à Sakir. Il est le favori avec une cote de 3,75. Suivent derrière Kimi Raikkonen, cote de
sur sa Lotus. Le Finlandais revient aussi au sommet grâce à un podium à Bahreïn également. Et Lewis Hamilton, cote de 5, il est toujours très performant. Cette saison, Lewis, il va essayer de confirmer, de s'imposer pour la première fois. Et alors, justement, je sais, je vais faire un bel enchaînement. Je vais offrir la parole à Anthony qui va nous révéler la statistique qui tue au sujet de Lewis Hamilton. Oui, je pensais que tu allais la sortir. Je me suis dit, bon, il va me la laisser, c'est gentil. Oui, Lewis Hamilton qui a jamais fait un podium, c'est ça, tu as confirmé ça, qui a jamais fait un podium. Il n'a jamais gagné. De sa carrière. Il a jamais gagné, pardon. Jamais gagné en Espagne, même dans les catégories plus jeunes. Donc c'est vraiment un circuit qui lui réussit pas. C'est pourquoi moi je vois la victoire, je vois Sébastien Vettel confirmer sa victoire à Bahreïn il y a 15 jours ou 3 semaines. Donc voilà, pour moi ça sera Sébastien Vettel à 3,75. C'est quand même une cote qui est magnifique. Absolument, ouais, là, donc Hamilton a fait plusieurs podiums, notamment l'an dernier, derrière Vettel, et en 2008, mais c'est vrai qu'il n'a jamais gagné, aucune pole position. Il est un peu l'Espagne est une terre de chat noir, et en même temps, c'est le pays de son rival éternel de 2007, Fernando Alonso. Lui aura une cote de 9, et la Ferrari a l'air de bien marcher, donc peut-être une grosse surprise sur le sec, alors qu'il s'était imposé en Malaisie il y a plus d'un mois, sous la pluie. Pourquoi pas la surprise Alonso, ou encore Jenson Button, une cote de 5,50. Et après, on va un peu plus loin rapidement. Weber, une cote de 13. Romain Grosjean, le français, une cote de 15. Et les Mercedes, Rosberg, cote de 17. Et Schumacher, cote de 23. Après, ça va être un peu plus compliqué. On a Massa, Kobayashi, Perez, encore Hülkenberg à plus de 100, une cote de plus de 100. Ça paraît improbable. Donc, messieurs, Xavier, honneur au chef de l'émission. Qui vois-tu gagner ce week-end ? Déjà, j'ai vu que ça te plaisait beaucoup, la pub qu'a fait la première chaîne pour annoncer le Grand Prix, donc a l'impression qu'il n'y a que des pilotes français qui comptent dans la course. C'est le problème. J'ai vu que tu étais un petit peu remonté hier. Je crois que c'est hier soir, j'ai vu ça. Ouais, c'est ça. Et moi, je tenterais bien Vettel parce qu'il revient bien. Moi, j'ai toujours un petit rêve, c'est que Schumacher puis regagne une course. Mais à mon avis, j'ai employé le mot rêve, donc je vais arrêter peut-être de rêver un moment. Je pense à Vettel parce qu'il revient bien et on le sentait mal parti. Redonner un coup de collier pour repartir vraiment avec 2 victoires d'affilée, ça lui ferait du bien. Donc je vais dire Vettel, même si je pense que toi, tu préférerais que ça soit un autre pilote. Moi, je ne dis rien encore. Je vais demander à Antoine s'il suit la Formule 1, notre spécialiste cyclisme, et si tu suis la F1 ou si tu as des questions sur ce Grand Prix. Non, je suis pas particulièrement la F1, mais j'avais une question pour toi. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de nos 3 Français et tu penses que Grosjean peut jouer dans le haut de tableau à la fin de la saison? Ah, la grande question. La grande question, oui, Romain Grosjean, tout d'abord, rapidement, c'est le meilleur des 3 avec forcément la meilleure voiture, la Lotus. Forcément, il a fait un podium à Bahreïn il y a 3 semaines, la 3e place. Mais c'est vrai que Raikkonen paraît encore un peu plus supérieur à lui pour l'instant. Puis le Finlandais a une cote un peu plus élevée. Mais Grosjean a aussi le potentiel. Il a fait en qualif en Australie une 3e place. Et il a l'air de se ressaisir petit à petit. Et je pense que sa saison est enfin lancée. Depuis la Chine, il enchaîne la belle performance. Et il a la voiture et le talent pour être dans les points régulièrement, même à chaque fois. Le podium, ça pouvait arriver de temps en temps, parce que c'est vrai que le suspense est rude pour la victoire. On va assister à une saison très très folle. Pour l'instant, on a 4 vainqueurs différents aux 4 premiers Grands Prix. Donc c'est clair que c'est très très rare d'avoir vécu ça. Donc ça va être compliqué pour tout le monde un peu de se battre. On aura beaucoup de changements de position, de dépassements, de vainqueurs différents. Et c'est pour ça que ça va être très serré. Donc Grosjean, pour l'instant, c'est le premier Français qui peut tenter sa chance. Forcément, c'est celui qui est le mieux placé pour gagner, mais je pense qu'il ne faut pas non plus encore s'enflammer comme le fait nos médias français. Il faut faire étape par étape. Grosjean, pour l'instant, vise au moins le podium et c'est déjà une grande chose pour lui. Voilà. Même si ça peut se comprendre, l'enflammade peut-être un petit peu, parce que depuis le temps qu'ils attendent un pilote en F1, il n'y a plus de Grand Prix en France. Donc en plus, là, tu as 3 pilotes. Donc là, tu te rends compte, c'est magnifique. Oui, et puis bon, c'est vrai qu'il y a un bon début de saison de Romain Grosjean. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu d'enflammade, même si c'est peut-être un peu chauvin, comme tu dis, au niveau de la presse française, quoi. Ouais. On a Jean-Éric Vergne, ensuite le pilote Toro Rosso, c'est
celui qui aurait l'ascension la plus rapide en F1, parce que forcément, une place chez Red Bull pourrait se libérer aux côtés de Sébastien Vettel prochainement, et la lutte entre Ricciardo et le Français paraît intense. C'est vraiment très très équilibré pour l'instant, hein. Ils se battent, ils boxent dans la même catégorie, franchement, et ça va être très très dur de les départager cette saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Français, forcément, est meilleur, a l'air meilleur en course qu'en qualif par rapport à Ricciardo, son coéquipier. Et pour l'instant, Vergne a marqué le plus de points que l'Australien. Mais en tout cas, Verne, là aussi, cette saison, c'est marquer des points. Et je pense pas qu'il pourra viser le podium encore tout de suite, hein. La voiture connaît des manques de développement par rapport aux écuries de pointe. C'est encore une écurie mineure en Formule 1. Mais Jean-Éric Verne va devoir faire une très belle saison face à son coéquipier pour espérer un jour arriver chez Red Bull. Mais Ricciardo aussi méritera tout autant que lui le volant s'il parvient à battre le Français. Et pour terminer, Charles Pic, c'est un peu l'apprentissage, hein, sa première année en tant que rookie aussi. Il est avec Timo Glock chez Marussia, l'avant-dernière équipe du plateau de la Formule 1. Donc il n'y a aucun espoir à entretenir pour lui, si ce n'est d'essayer de battre Timo Glock à chaque week-end, ce qui paraît pour l'instant assez compliqué. Mais l'essentiel pour le Français, c'est qu'il apprenne, et pourquoi pas en fin de saison, qu'il puisse arriver à faire de belles performances. Voilà, messieurs, est-ce que vous avez des autres pronostics pour terminer là-dessus? Stan n'a pas donné son pronom, il me semble. Stan, ouais. Sur le vainqueur de Grand Prix de Barcelone, ouais. Je vois bien, peut-être pas une surprise, mais c'est vrai que Vettel aura peut-être un avantage. Après, c'est Grand Prix d'Espagne, donc Fernando Alonso, hein, c'est une cote de 9. Moi, je la trouve sympatoche, comme on dit. C'est vrai. À tenter, hein, en Espagne, tout est possible, hein. Il va y avoir encore les qualifications, hein, qui vont arriver, donc on peut dire que rien n'est joué encore, hein. Ça a été un petit peu des tours de chauffe pour un peu tester. Donc, je vois aussi qu'en vainqueur des qualifs, Fernando est à 11. Donc, pas mal du tout encore. Soyons fous, je vais jouer une petite doublette. Petite doublette, très sympa. Alors c'est vrai que pour les qualifs, justement, on va assister peut-être à de grosses surprises en qualif. Tout simplement, c'est très rapide, hein. Les pneus Pirelli se dégradent tellement vite qu'il faut les préserver pour la course. Et il se laisserait entendre que, on a un peu lu cette info aujourd'hui, que les favoris pour la victoire peut-être seraient en train de laisser de côté la qualif pour privilégier la course. On l'a vu à Bahreïn, Raikkonen était parti 11e pour terminer dans les échappements de Vettel vainqueur. Et alors on peut avoir pourquoi pas quelques surprises. On pense notamment aux Mercedes qui sont très rapides en ligne droite avec une grosse VMAX. Et pourquoi pas la Ferrari qui revient vraiment au top grâce aux essais passés au Mugello il y a une semaine. Est-ce que excuse-moi, je veux voir si une petite question à Mathieu, comme c'est un spécialiste moteur. Est-ce que tu penses comme moi que le fait qu'il n'y ait plus de pneus Michelin a fait en sorte que de détrôner un peu Renault, sinon s'il y aurait toujours les pneus Michelin, ce serait pire? C'est vrai que en tout cas le manufacturier unique, on était un peu réticents parce qu'on avait beaucoup bien aimé la guerre des pneumatiques entre Michelin et Bridgestone. Et Pirelli a remporté le nouvel appel d'offres et nous offre vraiment des courses spectaculaires. Michelin, c'est vrai que c'est une philosophie différente de Pirelli. Ils avaient un lien très particulier avec Renault. Maintenant Renault, c'est devenu quand même Lotus, ça a vraiment changé, malgré que ce soit les mêmes ingénieurs. De toute façon, chaque équipe doit s'adapter. Ferrari aussi, ils avaient un lien privilégié avec Bridgestone. Maintenant, ils sont tous revenus à égalité. Mais justement, c'est ce qui permet ça, le manufacturier unique, qui est à peu près neutre, hein, par rapport aux équipes. C'est ce qui nous promet des courses passionnantes à chaque fois et différentes, parce que tout le monde est au même niveau. Et tu sais ce qui te reste à faire, Mathieu, comme tu t'es vanté ne pas être là le 25 et aller à Monaco aux yeux de tout le monde, enfin surtout aux oreilles de tout le monde. C'est toi qui me l'as dit, hein. Oui, mais tu nous l'as souvent, on t'a entendu le dire quelques fois. Ouais. Là, tu vas nous amener à vos pronos ou sur une autre émission d'RTS, Fernando Alonso ou Sébastien Vettel. Dans quelques années, si tu vas bien. C'est prévu. Hein, ouais. On essaiera si on est numéro 1 en France, après pourquoi pas. Mais le souci, c'est qu'ils ont des contrats avec d'autres médias locaux, enfin nationaux, et forcément c'est très compliqué de les avoir hors de leur pays.
c'était une blague, bien sûr. Hein. Et pourquoi Je pas, me on suis sait pas jamais. pris pour. Ouais. C'est possible, là. Oui. Sinon, pour la F1, donc t'as fait le tour ou t'as encore quelque chose à rajouter? Pour terminer, si vous voulez, j'ai sous les yeux les codes pour le champion du monde à la fin de la saison. Bizarrement, c'est encore Vettel qui est premier avec une cote de 2,75 devant Lewis Hamilton 3,50 et Sa cote Jenson est remontée, à Button mon avis, avec sa 4,5. dernière victoire à la dernière course, parce qu'à mon avis, il devait être bien bas avec le début de saison qu'il avait fait. Bah absolument, justement, c'est comme les codes sont variables et maintenant Vettel reprend la tête. Ce que j'ai peur, c'est d'avoir une saison comme l'an dernier à partir de ce week-end, qu'on s'ennuie un peu trop dans les courses parce que Vettel et Red Bull ont l'air d'avoir trouvé la solution au problème aérodynamique et la Vettel a l'air lancée sur une voie royale. Mais on espère vraiment que McLaren C'est qui derrière? va relever le niveau. Derrière, c'est Hamilton 3,50 et Button 4,50 et après Alonso à 8. Alonso à 8, je trouve que la cote, elle est forte, hein, encore une fois, comme disait Stan tout à l'heure. Bon, ils ont peut-être peur des Ferrari, peut-être qu'ils sont pas assez régulières, mais la cote d'Alonso, elle est grosse quand même. Elle est grosse, mais la voiture, pour l'instant, ne lui permettrait pas de jouer le titre. Alors, on va attendre ce week-end, parce qu'elle l'aurait beaucoup changé. Mais pour l'instant, Alonso, régulièrement, à la régulière, il ne peut pas viser le titre. Et pour faire plaisir à Pardon, hein, Mathieu, mais arrête, parce que Mathieu est un petit peu pro Ferrari, mais Ferrari roule Non, en non, non, charrette pas cette du saison. tout. Je ne suis pas pro Ferrari. Oui, mais non, Qui- je plaisante. qui est je cette fais charrer. personne Qui est cette personne qui parle derrière? Chris le Belge. Je m'intrus, je suis un auditeur et non mais Mathieu, il faut avouer que les Ferrari roulent en charrette cette année quand même. Hein. Mais attends, tu as vu les essais libres aujourd'hui? Ça a l'air d'aller mieux. Ferrari, on retrouve le sourire et on va attendre ce qui va se passer. Et à partir de Barcelone, tout va changer. On le sait, le retour en Europe est toujours différent presque chaque année. Et là, peut-être qu'ils ont trouvé des solutions aux échappements et les ont changés. L'aileron avant aussi, ça a beaucoup évolué en termes d'aéro. Ils ont peut-être trouvé des solutions. Et la bonne nouvelle, c'est que la soufflerie, pour l'instant, correspond aux données récoltées en piste. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce que l'an dernier, c'était très compliqué. Et on vient d'assister quand même à une chose incroyable. C'est à Chris, notre ami Chris, qui est intervenu dans l'émission pour rentrer dedans notre spécialiste Formule 1. Mais il n'y arrive pas. Qui aime bien, châtie bien. Il t'a cherché hein, quand même. Je le renvoie dans juste C22. que Dieu t'entende. Ouais. Ouais, pour la Formule 1, c'est bon. Je peux C'est lancer bouclé, on peut notre terminer. petit nouveau. Pas de souci. Je te mets bien la pression, hein, je sais ce que c'est. T'en fais pas. Donc, pour cette 5e partie, on a trouvé donc notre spécialiste cyclisme, même si Mathieu s'y connaît bien le cyclisme, je le redis, parce qu'il avait une émission il n'y a pas longtemps encore sur le cyclisme, qui reviendra peut-être bientôt d'ailleurs. Et donc, je te présente Antoine. Donc, toi, t'aimerais bien aussi faire par la suite des émissions de cyclisme. T'es vraiment passionné de ça. Et donc, tu voulais nous parler un petit peu du Giro de cette semaine. On avait parlé vite fait la semaine dernière. Donc, vas-y, tu as quelques minutes. Je te laisse l'antenne. C'est à toi. Donc, je vais commencer par les 4 jours de Dunkerque qui se sont terminés mardi avec la victoire de Guy en classement général. Le coureur de Sorcelage qui, grâce à une belle échappée lors de la 2e étape, n'a pas lâché son maillot rose depuis. Et il s'impose au classement général de Stibar, le spécialiste du cyclocross. À noter Thomas Vauclair qui fait 5e au général à 1 minute 5 de Jimmy Angoulême. Aujourd'hui, il débutait le Tour de Picardie avec une belle échappée. On avait Ivan Gutierrez, Rada, Leonardo Duque et Jonathan Hiver qui ont tenté leur chance de loin, mais les équipes de sprinters bien organisées, dont Argos pour De Genkolb et FDJ Big Mac pour Boani et Utarovic ont lancé la chasse aux échappées. Et du coup, c'est l'Allemand qui s'impose au sprint. À noter la performance de Sébastien Chavanel qui arrive 3e de cette première étape du Tour de Picardie. Donc on va passer au Giro 2012. Alors aujourd'hui, se courait une étape de moyenne montagne. Les baroudeurs étaient favoris et ils pouvaient s'exprimer. Alors ils devaient faire face quand même à des passages de 15% et 4 km de chemin en terre, qui annonçait une belle étape. Du coup, on a une échappée qui est partie au kilomètre 20 avec 15 coureurs, dont aucun français. Du coup, on a eu le Colombien Bianco qui voulait se battre pour le maillot du meilleur grimpeur et qui s'est bien défendu avec chaque montée
à 34 km de l'arrivée, il a attaqué pour le maillot bleu du meilleur grimpeur. Il a vu que les jambes étaient bonnes et il est parti tout seul en solitaire. Il a réussi à creuser l'écart sur ses suivants et il est arrivé en solitaire à Porto Sant'Epidio. C'est une de ses plus belles victoires de sa carrière. Donc au classement général, ça bouge, car Navarre passe le coureur de Garmin dans un très mauvais jeu, complètement lâché et 700 euros. Mallory, l'Italien de Lamprey, qui est arrivé même de l'étape d'aujourd'hui, voir qu'il avait fini lanterne du rouge Giro 2010, donc je pense qu'il va jouer ce maillot rose. Après, on va... On entend mal Anthony, je crois, non ou Antoine, plutôt. Ouais, c'est Antoine. On entend mal. Je sais pas si c'est pour tout le monde. Ouais, c'est pour ça que je disais rien, mais moi aussi, je me disais, ça venait peut-être de chez moi, ouais. Il y a des coupures. Ouais, t'as pas de page ouverte, Internet ou quelque chose? Non, j'ai fermé. Ouais. Je continue. Ouais, continue Antoine, mais on t'entend haché quand même. Ouais, c'est ça. Donc, je disais, ce week-end, les choses sérieuses commencent avec une étape de montagne, avec arrivée au sommet. Au vu des pointages, les favoris ne vont pas attaquer. Et je pense que tout se jouera dans la dernière semaine. Du coup, la semaine prochaine, on aura des étapes dédiées aux sprinters et aux baroudeurs, avec quelques étapes accidentées. Et comme je disais, la dernière semaine de course sera terrible pour les gens. Et la victoire finale se jouera sûrement là, avec 4 de haut monde. Et toi, justement, Antoine, toi, sur tu vois qui, toi, l'emporter? Je sais plus, t'avais dit qui, toi, Mathieu, la semaine dernière, quand on en avait parlé, ton favori? Alors ils sont à peu près 4, hein, j'ai envie de dire. Il y aurait Scarponi, Basso, Rodriguez ou Frank Schleck au pire. D'accord, ouais, je me rappelle. Moi, je vois bien Scarponi. D'accord. Il était quand même costaud l'année dernière. En deuxième, je vois bien Frank Schleck. Malgré son mauvaise saison, je le vois bien revenir. Donc je le vois deuxième. Et troisième, le Tchèque Kruijswieger, qui a fait 5 l'année dernière. Sachant qu'il a fait un bon début de saison avec un bon tour du pays basque, je le vois bien. Après, on a aussi Ejdal, le Canadien, qui est discret mais qui réalise un bon début de Giro et qui est classé deuxième au général ce soir. Donc je pense que c'est un gros client. Après, côté français, on a Gadret. Je pense qu'il va aller chercher un top 5. Parce qu'il avait fait quand même 4e l'année dernière. Et pour une victoire française, je vais bien Hubert Dupont sur une course montagneuse. Où il exprimait ses qualités de grimpeur. Il a fait un beau début de saison avec une 7e place sur le Tour de Pantin et un top 10 sur le Critérium international. Du coup, je le vois bien gagner une étape. Et le Tour de France commence quand? Tour de France en juillet. D'accord, en Donc juillet. là, on attaque, on est en premier, on a le premier grand tour là, le Giro. Puis on va attaquer le Tour de France en début juillet. Non, Et ce sera même fin juin à cause des JO, il me semble. Ah, peut-être. Ah oui, non, oui. Pardon. Et il y a Thomas, mais bon, Mathieu lui a répondu plus ou moins, mais bon, je vais te poser une question quand même. Il y a Thomas en off qui nous demandait, peut-on penser que certaines grandes... Parce qu'il a fait un roman. Hein. Thomas, les questions, c'est un roman. Hein. C'est passionnant à chaque fois. Peut-on penser que certaines grandes équipes se mettent en réserve volontairement à quelques semaines du départ du Tour de France dans le but de ne pas dévoiler les états de forme et stratégie? Je récupère les copies demain matin. À suivre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Sur ce Giro, on n'a pas les favoris du Tour. Parce que pour moi, les favoris du Tour, ça va être Schleck, Vance et Valverde, oui, Valverde qui revient bien. Donc non. Gros, tu es à peu près d'accord avec ce qu'a mis Mathieu, que finalement la majorité des équipes n'auront pas les mêmes cyclistes pour le Tour de France. Mal. Ah non, du tout. Donc voilà, donc ça va, je suis rassuré. Quand Mathieu m'a dit qu'il connaissait un peu le cyclisme, tu confirmes. Ouais. Et on peut juste expliquer pourquoi, parce que le Giro cette année-ci est très montagneux et donc il va
pour gagner le Giro, il va falloir puiser dans ses réserves et pas se cramer pour le Tour de France. Oui, mais il est moins spectaculaire que l'an dernier, ce qui peut aussi Ouais, un l'an peu dernier, équilibrer les choses, quoi. L'an dernier, c'était vraiment horrible. Hein. Giro. Mais d'ailleurs, toi, il me semble que tu tournes pas mal sur le Tour de France ou c'est sur les autres pistes, Antoine? Alors moi, dans 2 semaines, je serai sur 2 Coupes de France PMU, Bretagne. J'irai à l'arrivée du Tour de France et j'irai aussi en Espagne pour la Classica San Sébastien et les 3 premières. Ouais. Tu sais ce que je vais te dire, comme à, comme à Mathieu, que si tu peux avoir un cycliste parce que ça changera d'un footballeur, c'est avec plaisir qu'on accueille un cycliste. J'ai contact. Donc ouais, c'est faisable. C'est Ouais, faisable. puis bon, c'est Comme encore... je dis, Et ça sera plus les abordable directeurs que le foot. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est plus facile. Et... Ben, je peux juste rappeler que notre ami Lusa c'est Samuel Dumoulin en Je sais. réserve hein, Oui, c'est vrai. aussi. Ah ouais, Oui, mais oui. c'est sans problème. Ouais, ça serait bien d'avoir un peu de. Parce que là, on a eu Reynal Pedros. Là, Ouais. aujourd'hui, Jean-Michel Badiane. Ça serait bien d'avoir à l'occasion d'autres sports qui soient représentés. En sachant aussi que j'ai un contact normalement avec Arnaud Ramsay qui a fait le livre sur Laurent Blanc. La face cachée de Laurent Blanc et qui était prêt à venir sur une émission sur RTS. Donc bientôt, je pense que je vous lancerai l'invitation aussi. Donc pour avoir des invités à chaque émission, c'est sympa de recevoir un peu, de faire connaître et RTS et puis de nous recevoir des gens avec qui on peut faire des émissions. C'est sympathique, je pense. T'as fait le tour, Antoine, ou t'avais un petit mot encore? Non, j'ai fait le tour. C'est dommage que ta Voilà. connexion, ça a haché un petit peu parce que c'est intéressant, on voit que tu t'y connais bien. Et je pense qu'une fois que ta connexion sera... c'est pas de ta faute. Quand ça sera un peu mieux au niveau de ta connexion, je pense qu'on entendra ta voix plus souvent sur la station. Et moi, je suis content de t'avoir eu, en tout cas, pour la première avec nous. Puis, de toute Je te façon, remercie. t'es le bienvenu la semaine prochaine parce que je pense qu'avec le Tour de France, les courses qui vont arriver bientôt, on aura souvent à t'entendre. Tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est tout. On a fait le tour. Je crois qu'on a fait encore une bonne émission. On a un petit peu débordé. Désolé pour ceux qui podcastent et on leur donne du travail. Je remercie d'ailleurs en off, avant que je remercie tout le monde, je remercie Chris qui était en off et Émilie qui était quand même là en off, même si elle n'a pas pu faire ce qu'elle devait. Et Thomas qui podcast et qui pose des questions. Ils sont C'est vraiment essentiel à la station. Hein. Il est partout. Je te remercie Thomas. Et je remercie surtout, déjà je remercie Stan parce que ça fait encore une nouvelle voix qui est venue sur l'émission. Donc encore une voix de plus de RTS. Merci à Chris qui a fait un passage éclair mais remarqué. Lui on l'entendra toujours lui. Hein. Et de partout. Merci il peut s'inviter dans toutes les émissions. Hein. Merci Anthony de Tipster Prono. Merci à Jean et à Domenico, nos experts rugby et calcio. Je remercie aussi, surtout pour finir, je remercie Antoine qui faisait sa première émission avec nous et nouvel expert cyclisme. Et je suis vraiment ravi de te compter parmi nous et parmi la station. Je te remercie. Et puis maintenant, je vous donne avant de clôturer l'émission, je vous donne la parole si vous voulez dire un dernier mot, un coup de gueule, un coup de cœur. Rentrez dans Mathieu parce que vous n'êtes pas content de ses avis sur la Formule 1 comme a fait Chris. Non, tiens, moi j'ai une question pour terminer. J'ai une petite question à vous poser. Le week-end dernier, c'était le Grand Prix du Portugal en MotoGP. Et bon, je rappelle, c'est un peu la crise là-bas. Savez-vous à combien la place pour assister au Grand Prix, combien la place coûtait en euros? Dans le bon 80. Côté ou dans le mauvais côté, tu penses? Je ne vous dis pas l'indice. 80 €. Non, c'est moins. 30 €. Beaucoup moins. C'est la crise au Portugal. Hein. Ouais. Moi, je dirais 10 €. Beaucoup moins. 5 €. Gratuit. On paye une moto pour qu'il rentre. Thomas, la bonne réponse en off, c'est 2 € la place pour la MotoGP le week-end dernier à Estoril. 2 € seulement. Je ne vais pas faire de géopolitique, mais le Portugal est un des pays les moins taxés en Europe. Ceci explique peut-être cela. Ouais, mais bon, c'est bien quand même. C'est très abordable pour tout le monde. Et comme forcément, ça n'attirait pas beaucoup de personnes, ils ont essayé de jouer un peu là-dessus pour diminuer la place. Et puis c'est la crise en même temps. C'est quand même magique, c'est que dès que Mathieu parle, il
Il y a une imitation de la voix de Chris qui arrive. Alors, soit tu adores Mais Mathieu, c'est mon soit tu double le belge. détestes. C'est mon frère jumeau belge. C'est tout? Ouais, moi c'est tout pour moi, donc à jeudi prochain et à vendredi prochain avant de m'envoler pour Monaco. D'accord, je vous remercie tous en tout cas pour cette deuxième, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci encore à Jean-Michel Badian d'avoir accepté de revenir et pour mon émission en plus de pouvoir être là. Et je remercie Thomas qui a beaucoup fait, qui m'a mis en relation avec lui. Je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 20h30. On reviendra à l'horaire normal. Et merci à tout le monde et je vous dis à vendredi. Bonne soirée, bon week-end. N'oubliez pas, les pronos seront sur la page à vos pronos. Dès demain. Dès demain. Sur Facebook. Merci. Sur Facebook. Exactement. Allez, au revoir, bon week-end, bonne soirée.